9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé tout à l'heure, autour du monde qui se divise en deux. D'un côté, ceux qui sont plutôt favorables à Trump et puis de l'autre côté, les anti, avec tout ce que ça sous-entend derrière. Parce qu'il y a quand même énormément de mesures qui vont être prises. On verra les effets, il y a les décrets qui ont été pris. Mais on reste encore quelques minutes avant, alors qu'Elisabeth Lévy et Thomas Guénolé s'installent, sur les sujets en fait aussi qui nous intéressent directement et qui nous impactent dans la vie quotidienne. Là, on en a parlé avec Jean-Jacques Bourdin, cette histoire de bateaux de croisière maintenant. Vous avez vu à Marseille, il y a déjà la volonté de les interdire dans le port pour qu'ils viennent accoster. À Nice, Christian Estrosi a évoqué en fait la même chose. Tout à l'heure, Éric Ciotti en a parlé en disant il faut quand même bien se poser la question parce que c'est vrai qu'on ne peut pas avoir tous les bateaux polluants qui viennent en fait dans les ports et en même temps il y a des touristes qui viennent également. Christophe est à Nice justement au 0826 300 300. Bonjour Christophe. Christophe ? Un petit souci en fait au 0826 300 300. Il y a un petit souci. Moi j'ai passé mon permis bateau là-bas. Vous avez passé votre permis bateau vous là? Moi j'ai grandi à Nice, au port de Nice. Moi j'aime beaucoup le port de Nice et c'est vrai que il y a d'énormes ferries. C'est surtout la Corse en fait. C'est les ferries qui font l'aller-retour. Oui, mais ça c'est autre chose. Il y a ça, mais il y a aussi alors les bateaux de croisière ils s'arrêtent plutôt à Villefranche en réalité. Ils s'arrêtent dans la... Mais juste un mot. Oui. Moi, je me rappelle, ça a été un crève-cœur. Je suis allé à Venise au lendemain du Covid, c'est-à-dire au moment où ça a rouvert. Et j'ai une vidéo que je vous montrerai. C'est un bateau. Je vais pas citer la marque, mais une espèce d'énormes immeubles flottants, là, une barre d'immeubles flottants. Mais et normalement, il y a une réglementation à Venise maintenant. Oui, normalement, ils étaient, je vous jure, mais ils étaient à peut-être 1 mètre du Grand Canal, et ils pouvaient quasiment raser les palais. Enfin, c'était un crève-cœur de voir cela. Je suis d'accord. Et si on n'arrête pas ça, alors il y a Venise, mais il n'y a pas que Venise. Pratiquement aucune ville est faite pour ça, en vrai. Alors, je me suis marié à Venise. Je suis totalement d'accord. Je suis un amoureux de cette ville. Beau. Et vraiment. Vous avez un petit cœur, ce gars là derrière. On n'est pas à Venise. Bon, les amis, vous êtes sympas, mais on n'est pas à Venise. On est sur la Côte d'Azur, d'abord. Oui, pardon. Donc, Christophe est avec nous de Nice. Bonjour Christophe, on vous a retrouvé. Non. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée de Christian Estrosi, c'est-à-dire de limiter, dit-il, des croisières qui polluent, qui déversent leur clientèle low cost et qui ne consomment rien mais laissent leurs déchets derrière eux? Alors, de principe, j'aurais envie de vous dire oui, mais il faut quand même réfléchir à ce qui est déjà mis en place. Parce que quand vous voulez faire des croisières comme monsieur l'énonçait juste avant, vous prenez le bateau ou en Italie ou à Marseille. Donc, je me suis posé la question, les bateaux qui sont pour l'instant qui font la traversée, c'est le Corse. Si c'était, j'ai pas l'impression qu'on a sur notre littoral. J'ai pas l'impression qu'on a tant de bateaux que ça. À Villefranche, sur le port. Un peu plus loin, c'est ça, du côté de Villefranche. Non. En fait, là, on est parti dans un extrême avec Venise, qui, je suis à 1000% d'accord. Il faudrait connaître la réglementation. Est-ce qu'il y a un nombre de bateaux précis qu'on a le droit de mettre sur le port? Parce que j'en vois quelques jolis, mais j'en vois pas tant que ça. Et au niveau nuisance, à part le bateau de la Corse, j'ai pas l'impression. Donc, je veux bien qu'on dise que tout est noir, mais il faudrait d'abord savoir ce qui existe comme réglementation précise sur Nice. Et si je devais trancher, je dirais que je suis d'accord pour qu'on limite les nuisances, ça c'est évident. Mais est-ce qu'elles sont vraiment catastrophiques à Nice? J'en suis pas persuadé. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Malheureusement, je peux pas vous le dire. Non, mais c'est bien, c'est intéressant. Et vous dites, évidemment, il faut une étude en fait très précise pour savoir ça, bien sûr. Et vous pouvez pas la liaison pour la Corse à partir du port de Nice, c'est quand même des milliers de gens s'en servent chaque été. C'est aussi pour le port. C'est aussi, il faut pas non plus oublier que les ports ont besoin d'activité, sinon
oui. Ils vont tous, sinon on les vendra tous aux Chinois, ce qui n'est pas souhaitable. Donc, oui, il faut tenir compte de ça. C'est beaucoup plus sur les croisières. Hein, mais et donc ces bateaux il me qui semble viennent, avoir vu déjà dans la baie de Villefranche, il me semble avoir vu comme ça ces gros bateaux qui s'arrêtent. Alors, je sais pas s'ils laissent des déchets et pas de consommation, ça j'ai pas vérifié. Alors, la baie de Villefranche, elle est un peu différente. Oui, allez-y, Christophe. La baie de Villefranche, elle est un peu différente. Elle se prête, ça fait un endroit un peu touristique très attirant. Le port de Nice, il est beaucoup moins prévu pour ça. En fait, Et oui, parce que vous avez les rochers qui sont tout le long et vous avez cet endroit. Enfin, il faudrait vraiment se renseigner sur la réglementation et éviter de dire tout noir ou tout gris, juste par principe, et de comprendre bien. Mais de dire que c'est choquant aujourd'hui, pourtant il y a beaucoup de choses qui peuvent me déranger, mais j'aime bien réfléchir à tout avant d'avoir une opinion. Vous avez raison, parce que c'est vrai. Il évoque du surtourisme et la pollution en fait des œufs, mais il y a la pollution des eaux, mais il y a aussi la pollution des airs. Et si on va jusque-là, on va dire, attendez, on arrête les avions à Nice. Il y a les monuments. Non, mais on arrête les avions à Nice. Ça pollue, bien sûr, ça amène des touristes. Moi, mais à un moment donné, il faut être capable d'aller jusqu'au bout. Pollue, hein. Bien sûr. Thomas Guénolé. Oui. Je l'évoquais tout à l'heure, il se trouve que je suis niçois, moi, d'origine. J'ai grandi à Nice. Et je suis d'accord avec notre auditeur, c'est-à-dire que je ne pense sincèrement pas en réalité, et Elisabeth l'a mentionné aussi, qu'il y ait un énorme problème urgent ou même grave à Nice. Parce que c'est évoqué, de grands bateaux gigantesques de croisière. Je ne pense pas que ce problème-là se pose dans le port de Nice en réalité. Non, en tout cas, c'est plus moi, sur la c'est pas côte. ce que je constate. C'est sûr, en fait, c'est sur la côte. Et j'ajoute que, étant niçois moi-même d'origine, j'en ai jamais vu en fait à Nice. À Nice, je dis bien. D'autre part, il y a d'énormes yachts. En revanche, il y a des yachts absolument spectaculaires. Après, mais puisque M. Estrosi évoquait ça, non, je n'ai pas connaissance de ça en réalité, ou alors de manière marginale. Concernant les ferries, concernant les ferries, il y a un problème de pollution évident parce que ça a une cadence de malade, vraiment. C'est quasiment, c'est pas un métro, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment des liaisons régulières entre Nice et la Corse. Non, c'est toute l'année. Et en l'occurrence, là, une piste à creuser peut-être, c'est le changement du mode de propulsion et de l'énergie utilisée. Et c'est pareil pour les avions. La plupart des gens ne savent pas que Nice est le deuxième aéroport de France. Et donc, la question de remplacer le kérosène par des biocarburants peut être posée dans le cas des avions, plutôt que d'interdire l'avion. Parce qu'on pense tout de suite. À voile. Non, mais tout le monde parle d'interdire l'avion ou de faire ce genre de choses. Il y a une alternative qui existe, qui est d'utiliser des biocarburants au lieu d'utiliser du kérosène. Thomas, ne veut pas nous rééduquer. Avant d'arriver à notre débat, Elisabeth Lévy et Thomas Guénolé, autour de Trump, Musk et les États-Unis, et puis je le disais, ce clivage. Il y a un sujet là dont on a beaucoup parlé ce matin. François Bayrou souhaite examiner 2 textes autour de la fin de vie. Vous avez vu, un sur les soins palliatifs et un sur l'aide active à mourir. Gilles de Senon est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Gilles. Bonjour Jean-Jacques et bonne année à toutes les filles. Oui, bonne année. Vous aussi, oui. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est affligeant de stupidité. Oui. Parce que les soins palliatifs, par essence, c'est un accompagnement à mourir. Pourquoi on ne va pas au bout de la chose, tout simplement? C'est complètement stupide. Et vous savez, il y a une chose, moi je suis gascon. Et chez moi, on dit, quand tu sais pas, tu dis pas. Moi, j'invite tous les députés à aller une demi-journée dans des unités de soins palliatifs, et pas une visite éclair avec des petits fours et des serrages de main, de passer une demi-journée et de comprendre. Et après, ils pourront parler, ils pourront réfléchir à ce qu'ils vont faire. Mais je trouve ça navrant. C'est navrant. Je suis abasourdi de ça. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, mon cher Gilles, puisque vous connaissez ce sujet en travaillant dans les EHPAD, notamment. Moi, ce qu'il faut absolument, c'est que les gens qui choisissent de partir, qui émettent le souhait de partir, puissent le faire. C'est simplement un choix de démocratie. J'estime que à partir du moment où on demande à partir, parce qu'on souffre trop, parce que même les soins palliatifs peuvent des fois afficher des carences dans la douleur, et bien à partir de ce moment-là, de toute façon,
c'est retarder une échéance de quoi? De 2 semaines, de 3 semaines, de souffrance, éviter la souffrance d'un être qu'on aime, d'un être cher. Non, mais on marche sur la tête. Je ne comprends pas qu'on ne fasse pas plutôt que de faire parler, de choisir pour ce genre de loi des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques qui ne connaissent pas le sujet, pourquoi justement on ne met pas des gens dont c'est le métier et qui vont s'exprimer et qui vont... Il y en a quand même certains qui participent, mais bon, je comprends en fait vos arguments. Elisabeth Lévy-Thomas Guénolé veulent réagir en fait. Gilles, restez avec nous. Gilles, je suis peut-être stupide, mais c'est vos propos qui m'abasourdissent, si je puis dire. D'abord parce que quand vous dites qu'est-ce que ça peut faire de prolonger de 2 semaines, etc., c'est quand même un choix qui revient à chacun. Moi, je suis allé beaucoup, en soins palliatifs voir quelqu'un, et je peux vous dire qu'il s'est accroché à chaque jour de cette vie que d'aucuns auraient trouvé... vos cafés, vous commencez à m'agacer, je vous l'ai déjà dit, vous allez me payer des taxes. Aurait trouvé vraiment indigne. Donc je pense que ça... La deuxième chose, c'est qu'au contraire, je trouve ça très intelligent. Car tout le monde, en France, est pour l'amélioration des soins palliatifs, qu'on ne laisse pas les gens souffrir. En revanche, vous devez souffrir que beaucoup de gens ne partagent pas votre point de vue sur l'aide active à mourir, à commencer par un certain nombre de médecins. Donc ça permet au moins d'atteindre un consensus sur une nécessité que personne ne remet en cause, c'est-à-dire un réseau de soins palliatifs qui soit à la hauteur de notre pays, à la hauteur de la souffrance des gens, de la nécessité d'accompagner. Et pour le reste, chacun a le droit à sa conscience. Moi, personnellement, je n'aime pas cette idée d'inscrire dans la loi ce qui se fait en réalité entre personnes, entre individus, entre êtres humains. Mais je conçois tout à fait qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir une loi qui passera très facilement et une autre qui sera réellement discutée. Plus difficile. Thomas Guénolé, d'un mot? Oui, pour moi, le suicide assisté pose de mêmes problèmes que l'IVG. Pas suicide assisté. Mais moi, je le dis. Oui, non, mais bien sûr. Mais moi, je vous dis que c'est pas ça. J'entends bien. Mais moi, je le pose en ces termes-là. Pour moi, le suicide. Mais entendez-moi bien. Va mourir et suicide assisté. Voilà, je vois pas la différence. Bah oui, je le dis. Je l'appelle délibérément comme ça. Il y avait une distinction. Pour moi, le suicide assisté pose le même problème que l'IVG sur ce point précis, c'est que si vous ne le légalisez pas en l'encadrant et en le réglementant, vous allez continuer à avoir des suicides de toute façon. Et donc je préfère avoir un droit au suicide assisté qui est encadré, accompagné, plutôt que d'être dans une situation où les suicides se font de manière artisanale et avec des drames d'ailleurs potentiellement assez épouvantables. Quand les gens se ratent. J'ajoute, il faut notamment que ce soit encadré parce que la dépression peut altérer le jugement sur la décision d'en finir et donc il faut que ce soit encadré. Mais je pense effectivement, comme notre auditeur, que le suicide assisté c'est une liberté fondamentale et je revendique pour moi et pour les autres le droit de choisir d'éteindre la lumière. Non, c'est là notre vrai désaccord. Vous pensez en réalité que la mort, la vie, doivent relever de l'État, de la loi, de la règle? Non, justement. Si, vous venez de le dire. Vous venez de dire... Non, il y a un cadre. Non, mais moi, je pense qu'il y a des choses humaines, d'accord, qui peuvent échapper au cadre. Ça ne me paraît pas en soi. Si vous voulez, ça n'est pas démontré quand vous me dites que ça doit être encadré. Non, justement, pour moi, cette prétention à réglementer la mort, en réalité, cette prétention à la maîtriser, d'accord, je pense, encore une fois, moi, je le dis pour notre auditeur, moi, j'ai passé vraiment des semaines à écrire un livre, en fait, avec quelqu'un qui était en soins palliatifs. Donc, j'y suis allé beaucoup. Et j'ai vraiment appris... Si vous voulez. Et j'ai appris surtout que personne ne peut se permettre de dire ce qu'est une vie digne et ce qui n'est pas une vie digne. Justement, c'est à soi-même de le dire. D'accord, voilà. C'est à soi-même. Et la vie, c'est malheureusement parfois, rien n'est parfait. Parfois, il y a des gens qui sont seuls, qui n'ont pas les moyens, c'est réel. Mais si vous les aidez à mourir, vous devez aussi les aider à vivre en tout. Absolument, mais c'est un autre sujet, ça. Mais non, les êtres humains ne doivent pas être aidés à vivre en tout. Ils doivent aussi avoir une part de leur... il faut un cadre, Elisabeth. Il faut un cadre pour certaines choses. Il ne faut pas un cadre pour tout. Il faut que des choses de la vie humaine, d'accord. Il ne faut pas un cadre pour la passion amoureuse non plus. Vous n'allez pas me dire ce que c'est d'aimer. Donc, il y a des choses. Si. Eh bien, vous n'allez pas me... si, parce que vous savez en fait que normalement il y a un cadre pour qu'il y ait une passion amoureuse. Il faut qu'il y ait deux personnes, quoi. Et si l'une des personnes, non, d'abord ça peut être trois. Ça peut être trois. Non, alors ça y est. Non, mais ce que je veux dire, bien sûr, vous pouvez poser des règles. Vous n'allez
pas me dire comment aimer. Eh bien, vous n'allez pas me dire comment mourir. Ouais. Bon, d'accord. Vous n'aurez pas la liberté de penser d'Elisabeth Lévy. Nous continuons dans un instant sur un autre sujet. Merci à Gilles, bien sûr, 0826 300 300. Vous pouvez continuer de réagir. On va aller sur un autre sujet. On va parler de qui, tiens? L'âge d'or de l'Amérique commence maintenant. À partir de ce jour, notre pays prospérera et sera à nouveau respecté dans le monde entier. Bon, ça divise en tout cas. Ce que dit Donald Trump, Elon Musk en fait derrière. Nous en débattons dans un instant. La vérité en face sur Sud Radio. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. La chance pour l'instant. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. My heart got out to you. Vous avez entendu, c'est Elon Musk, donc après Donald Trump. Et je voudrais qu'on démarre par cette petite séquence avec vous, Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé, parce que il y a une interprétation du geste d'Elon Musk avec la main tendue, et donc pour certains c'est le salut hitlérien, pour d'autres non, pas du tout, etc. Qu'est-ce que depuis 48 heures, ça, non mais ça, oui, mais ça, pas nécésairement dans le sens ça que tourne en boucle. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est ça. C'est que peut-être, oui, en fait, on n'est pas dingue. Je vais exprimer envers Elon Musk, dont je partage pas les idées politiques, c'est notoire. Je vais exprimer envers lui une solidarité d'ordre médical, qui est que il est autiste Asperger. Ouais, c'est un élément qu'on ne souligne pas assez, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, contrairement aux neurotypiques, on va dire, qu'on appelle généralement gens normaux, sa communication verbale et non verbale va être parfois épouvantablement maladroite, épouvantablement inappropriée, non pas par intention délibérée d'exprimer tel ou tel message, mais juste parce que, en fait, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas les codes de communication verbale et non verbale les plus élémentaires pour les neurotypiques. Ayant moi-même ce problème depuis ma naissance à peu près, je souligne simplement que c'est un sujet qu'en général on n'aborde pas, qu'on ne prend pas en compte, notamment parce que les gens qui sont dans le spectre de l'autisme, comment vous dire ça, ont souvent de l'embarras à aborder ce sujet. Et donc voilà, je voulais simplement mettre ça sur la table, indépendamment de tout le reste de la polémique. Mais moi je pensais que évidemment ça allait être balayé assez vite ce sujet, sauf que non, il est en boucle, et puis que ça devient un symbole pour certains à gauche notamment. Vous avez vu, il y a des journaux en fait qui le reprennent en permanence. Vous allez voir qu'il va y avoir des t-shirts en fait entre ceux qui prennent ça pour argent comptant. D'un côté d'ailleurs des gens favorables à Musk et des néo-nazis probablement, et puis de l'autre des opposants. Elisabeth Lévy, non? Non, mais d'abord je voulais dire à Thomas que je le trouve malheureusement trop performant en verbal. Et il est super en non verbal. Non mais merci, c'est vrai. Mais c'est un gros boulot. Voilà. Non, mais moi je suis absolument sidéré. Alors je ne sais pas quelle est la raison de ce geste. Apparemment, il voulait dire de mon cœur au vôtre. Vous savez. Donc, je ne crois pas que je ne viens pas de faire un salut nazi, si vous voulez. Donc, je ne sais pas si on peut le voir, mais bon, je viens de faire un geste que je ne ferai pas, mais qui est bon. Voilà. Et mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse. Alors d'abord, un truc un peu qui m'a quand même un peu énervé. Toute la journée, on est allé chercher des personnalités juives pour leur faire valider, comme si les juifs étaient tous des expertologues en salut nazi, si vous voulez. Bon, j'ai trouvé ça un peu de mauvais goût. Ça m'a un peu énervé. La fondation de la Shoah qui dit si, et les autres. Enfin bon, c'était quand même un peu, franchement, un spectacle. Demandez à des historiens misérable. Spécialistes du nazisme, ça a du sens par contre. Non, je trouve pas. C'est pas un problème de spécialiste du nazisme. Donc, je finis la deuxième. Elon Musk est tout sauf un imbécile. Quoi qu'il pense, il sait ce qu'est un salut nazi. Il connaît. Donc, je ne le vois pas commettre le suicide réel de faire un salut nazi devant les caméras du monde entier. Et le jour où Trump est investi. Mais pour terminer, c'est surtout que la gauche, le camp progressiste, le camp du bien, les journaux du bien, se sont jetés là-dessus. Pourquoi ?
parce qu'ils viennent de perdre Jean-Marie Le Pen, ça c'est pour la France, perte fatale parce que c'était leur karma, c'était leur identité, ça leur servait de carte de joker pour tout. Ah, gna gna, on est contre Le Pen. Et maintenant, ils ont trouvé un nouveau diable, un nouveau nazi. En plus, ils parlent avec la patronne de l'AfD, Madame Weidel, parti qui n'est pas interdit en Allemagne. Hein, donc, si ce parti pouvait être suspect de nazisme, je vous assure qu'en Allemagne, il n'hésiterait pas. Donc, c'est un parti populiste hard, je dirais. C'est un parti d'extrême droite, voilà. Pour te repasser. Ce que je n'aime pas, c'est que M. Musk n'est pas aujourd'hui simplement un entrepreneur très talentueux. D'ailleurs, il est un quasi-ministre ou un futur ministre de l'administration Trump. En conséquence de quoi, il serait bien gentil de s'abstenir de commentaires sur la politique de ces d'États souverains, parce que ça s'appelle de l'ingérence. Oui, et ça, ce n'est pas acceptable. C'est pas. Mais au moment où il fait ce truc avec Madame Weidel, c'est un entrepreneur, et si c'est monté très vite sur X, c'est pas parce je ne crois pas. On n'a pas de preuve que c'est parce qu'il manipule. C'est tout simplement parce que beaucoup de gens veulent écouter ce que dit Monsieur Musk et ce que dit Madame Weidel. On peut voilà. Alors je suis dubitatif là-dessus parce que moi j'ai pas d'intérêt particulier personnellement pour ce que raconte Elon Musk, et pourtant quand je suis sur Twitter, Elon Musk apparaît vraiment beaucoup dans mon fil. Donc je soupçonne, honnêtement, puisque moi ça ne m'intéresse pas le sujet Elon Musk à titre personnel en tant que consommateur, usager de Twitter. Oui, ça revient je soupçonne vraiment que l'algorithme favorise la communication d'Elon Musk, et après tout, il est propriétaire du réseau, c'est tentant d'en profiter. Donc voilà, mais je pense vraiment qu'il y a ça. Ça favorise les sujets qui ont du succès. Ça vous met les sujets les plus, je pense. Oui, voilà. Mais il y a aussi, c'est vrai, non, mais derrière les sujets tendances du jour, voilà. Vous avez effectivement qui apparaissent. Breton avait dit avant de partir, et Pascal Praud le rappelle tous les jours, Thierry Breton a dit avant de quitter son poste qu'en réalité, il n'y avait pas de trafic de l'algorithme. Alors il a peut-être été fait depuis, mais il a fait cette déclaration. Je donne juste un témoignage d'usager. Musk ne m'intéresse pas, sincèrement. Et pourtant j'ai du Musk dans mon fil encore et encore. Alors après, concernant moi, le foot, ça m'intéresse. Pour revenir à l'aspect idéologique. Voilà, parce que au-delà des gestes, de l'exégèse des gestes. Il y a le fond idéologique, et autant moi je ne pense pas qu'Elon Musk soit un nazi, je ne pense pas non plus que Donald Trump soit un nazi. En revanche, en termes d'analyse idéologique, je pense effectivement que quand on écoute les discours de Donald Trump, il coche toutes les cases du fascisme. Ça, je le pense, oui. Vous avez le culte du chef, vous avez le peuple vu comme un seul bloc, dont seul le chef comprend les attentes, vous avez la xénophobie, vous avez le mélange de misogynie et de virilisme, vous avez le thème central de la grandeur passée et de la décadence, le thème des élites corrompues qui agissent contre le peuple, le complotisme, la novlangue, la haine de l'esprit critique, des intellectuels et des contre-pouvoirs, et puis la haine de la démocratie parlementaire, jusqu'à littéralement un putsch raté au Capitole en 2020. Et donc, quand vous prenez tout ça, chaque ingrédient ne suffit pas à caractériser l'idéologie de Donald Trump comme étant du fascisme, mais cette somme-là particulière, oui, c'en est. Et à un moment, il suffit juste d'autoritarisme, de système totalitaire. J'ai bien dit fascisme. Oui, fasciste. Je vous ai fait la liste. C'est pour ça. Elisabeth Lévy. Alors, si le 6 janvier avait été autre chose que, disons en tous les cas, quelques heures avec le 6 janvier, vous revenez en arrière. Le 6 janvier, le Capitole. Oui, parce que c'est le seul élément. C'est le seul gros élément. Il y a un éléphant dans cette pièce. Pour le fascisme, il faut des gens qui non seulement qui cassent la gueule à leurs opposants, d'accord, qui physiquement les nazis cassaient la gueule à leurs opposants avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Il faut si possible des polices politiques, de toutes sortes de choses. En réalité, qui ne sont pas du tout présents. Je crois que Donald Trump représente la forme aboutie du populisme, et avec ses défauts d'ailleurs, c'est-à-dire quelle est la légitimité de Donald Trump aujourd'hui? Elle vient directement du peuple américain. Personne ne le conteste. Elle ne vient pas des institutions intermédiaires, même très peu du Parti républicain. C'est lui qui l'a pris à la hussarde. Donc, elle vient directement du peuple américain. Et le risque de ce type de démocratie, ça reste une démocratie bien entendu, c'est la tyrannie de la majorité. C'est très compliqué dans une démocratie. Quelle est la place que l'on fait aux minorités? Et j'en finis sur une question. Nous sommes dans des régimes aujourd'hui depuis très longtemps qui sont des régimes antidémocratiques. Pourquoi? Parce que sur un certain nombre de grands sujets,
pour des raisons de système politique, mais aussi pour des raisons qui tiennent. Finalement, je prends l'exemple de l'immigration, ça fait des années qu'on mène des politiques qui sont quand même contraires à ce que veulent les électeurs. Et aujourd'hui encore, toute l'Europe, qu'elle soit de gauche ou de droite d'ailleurs, est en train de resserrer drastiquement sur l'immigration, sauf 2 pays. L'Espagne, parce qu'elle est dirigée par des sociodémocrates à l'ancienne mot du genou, et nous, parce qu'on est en pleine crise politique. Mais juste Trump, je ne crois pas qu'il soit raciste, j'en ai assez. D'accord ? Je vous rappelle d'ailleurs, moi j'ai été contente de l'entendre citer Martin Luther King, j'en ai assez qu'on assimile au racisme toute volonté, d'ailleurs très partagée dans des pays d'Afrique, dans des pays, toute volonté de préserver, d'accord, une majorité culturelle, toute volonté aussi de préserver les intérêts de son peuple, etc. Mais le peuple tel qu'il l'a défini, il le définit pas de façon ethnique. Alors, j'ai bien dit xénophobie. J'ai fait exprès de ne pas dire racisme, parce que la composante, la hiérarchisation des races, ça c'est spécifique au nazisme. Bon, juste... Oui. Non, mais bon, après... Sur nazisme et fascisme, c'est un vrai débat. Mais voilà, on traite beaucoup Trump de racisme, même si c'est pas vous, donc j'en profite pour répondre aux autres. Moi, je ne partage pas ça. On poursuit dans un instant. Oui, bien sûr, Thomas Guénolé et Elisabeth Lévy, nous poursuivons dans un instant. Il faut vivre. Ça fonctionne, vous savez, en fait, une radio aussi à travers quelques écrans de publicité, bien sûr. Sinon, ça n'existe plus. Ça s'appelle le service public, même si les services publics bénéficient aussi de la publicité. D'une partie de la publicité, mais pas trop. C'est dérangeant pour les oreilles. Ne branchez pas Elisabeth sur France Inter. Arrêtez, il est 10h moins le quart. La vérité en face sur Sud Radio. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. Vérité en face, Thomas Guénolé, Elisabeth Lévy. Alors on était sur le geste de Musk qui a été interprété par certains, et puis derrière il y a la politique de Donald Trump. Vous avez vu, il est quand même assez impressionnant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais sur l'ensemble des annonces, je ne sais pas si ça se concrétisera, ça on verra. Mais sur l'intelligence, il y a un truc qui est quand même très intéressant. Joseph Ruiz, donnez-nous 2-3 petites infos sur ce plan justement de 500 milliards. Hein. Effectivement, c'est un plan d'investissement massif sur l'intelligence artificielle, au moins 500 milliards de dollars. Voilà ce que Donald Trump va investir pour prendre ce virage de l'IA. C'est le projet Stargate. Il va pas le faire seul, il va le faire avec des mastodontes du secteur comme OpenAI. C'est la boîte qui a développé ChatGPT. On veut garantir le futur de cette technologie. Voilà ce que dit Trump. Il promet 100 000 emplois au moins. À titre de comparaison, la France a investi et va investir environ 2 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle sur différents plans publics jusqu'en 2025. Bon, Elisabeth Lévy. Alors, d'abord, il y a beaucoup de choses, franchement, que je n'aime pas chez Trump. On aura peut-être le temps d'en dire un mot, mais ça me... Comment vous dire ? J'ai envie de pleurer. C'est-à-dire ? Parce que nous sommes aujourd'hui, évidemment, ce que je vois en contrario de ce que nous dit Félix, c'est que qu'est-ce qui se passe ? Joseph, pardon, excusez-moi, je suis vraiment dormi ce matin. Non, mais appelle-le Roger, c'est pas grave. C'est que nous, l'Europe, nous sommes une colonie numérique américaine, que quelqu'un va annoncer triomphalement, peut-être Madame von der Leyen, qui n'a pas obtenu un rendez-vous avec Trump. Rendez-vous compte, elle va annoncer triomphalement qu'on va peut-être mettre 10 milliards sur la table en 5 ans, un plan dans ce genre-là, et... Trump, que fait-il ? Il dit maintenant, c'est ça l'avenir, c'est Mars, c'est l'intelligence artificielle. On a besoin de gens, malheureusement, comme ça. Je crains, si vous voulez, que nos humanistes mous du genou ne nous emmènent que dans l'insignifiance et la décadence. Et pourtant, j'aime l'humanisme mou du genou. Thomas Guénolé. Les décisions prises par Donald Trump, pas les annonces, les décisions dès le premier jour. Sur des décrets. C'est très, c'est donc des décisions. C'est très intéressant de voir que c'est un mélange de putschisme, de déni climatique, de nationalisme, de xénophobie et de complotisme. Donc, si vous voulez, c'est caractérisé idéologiquement. Et il a gracié 1500 participants à la tentative de putsch de 2020. Il a fait sortir une deuxième fois les États-Unis de l'accord de Paris pour le climat. Il a fait sortir les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, il a remis en cause le droit du sol, tant qu'à faire. Il a supprimé les programmes diversité, équité, inclusion dans l'administration fédérale. Il a autorisé le déploiement de soldats à la frontière mexicaine le premier jour. Et accessoirement, avant ça, il avait pris un peu d'avance, il a revendiqué le Groenland et le canal de Panama. Donc, si vous voulez,
c'est pas très difficile, je trouve, de caractériser politiquement et idéologiquement à quoi on a affaire. C'est pour ça que je vous dis, je veux pas être désagréable, mais si vous voulez, il manque rien. Bah attends, Thomas, refais-moi la liste que je vais te commenter. C'est pour la commenter. Il fallait la commenter. Sur le retrait de l'accord de Paris. Non, alors le retrait de l'accord de Paris, je ne suis pas sûr en réalité que l'accord de Paris ait permis tellement de progrès, mais je pense que Trump ne devrait pas tourner. Il pourrait me dire, j'ai une politique américaine que je veux faire contre le réchauffement climatique. Dire, je ne vais rien faire, ça n'existe pas. Ça ne me semble pas être une bonne chose. Mais il y a beaucoup d'autres choses dans ce que vous avez dit. L'abandon de la discrimination positive, des programmes complètement délirants d'IA, de diversité, inclusion, etc. C'est au contraire en finir avec l'ethnicisme, en finir avec revenir à l'universalisme, en finir avec je donne des avantages à X, Y ou Z parce que jusqu'à la fin des temps c'est des victimes, qui en fait fait beaucoup de mal à l'Amérique. Je veux dire, ça un beau sujet de débat en soi. Bien sûr. On va en y reviendra, on va avoir l'occasion. La discrimination positive, on devrait faire un débat entier là-dessus. C'est ça, la discrimination positive, je trouve que c'est une excellente chose. Je trouve ça absolument misérable, la discrimination positive. Que ce soit supprimé, quoi. En tout cas, je trouve ça très bien que ce soit supprimé. Je trouve ça très bien. Je suis universaliste et je trouve ça très bien que ce soit supprimé. Non, mais je vous assure, il y avait 2-3 mots. Redonnez-moi votre liste. Sur l'immigration, en fait, l'envoi des troupes à la frontière mexicaine. Sur l'immigration, mais que n'a-t-on pas, nous, quelqu'un qui va dire à nos frontières, maintenant, vous n'entrez plus quand vous n'y êtes pas invité. Mais en quoi est-ce fasciste de dire en quoi est-ce fasciste de remettre en cause le droit du sol qui, excusez-moi, il n'a pas toujours existé en France, c'est pas vrai du tout, ça c'est un bobard complet. Je veux dire, il a été remis en cause sur une partie du sol français avec Mayotte. En quoi est-ce fasciste un ingrédient suffit pas. En quoi est-ce fasciste de dire qu'on choisit les gens qui entrent chez nous, qu'on a le droit, la France n'est pas un droit de l'homme, et deux, qu'on choisit qui devient français, ce qui nous évitera des tas de problèmes après. En quoi c'est fasciste? Alors, je le répète juste sur un certain nombre de sujets, par exemple, moi je déteste le militantisme trans, et en particulier pour les jeunes. En revanche, quand il s'agit d'adultes à qui on a déjà donné des droits, on doit pouvoir lutter contre le lobby trans sans persécuter des individus. Ça ne me plaît pas. Non, mais je vous le dis, je ne suis pas... Mais, et quant aux grâces, je n'aime pas non plus cela, mais les grâces de Biden, d'accord, au moment où, avant d'entrer au Capitole lundi, Biden signe les décrets préventifs, d'accord, il gracie préventivement tous les crimes commis par sa famille. Franchement, c'est du... Non mais c'est du népotisme. C'est du népotisme. C'est honteux. C'est du népotisme, c'est pas... Je le conteste pas. Simplement, pour vous répondre, c'est ce que je disais tout à l'heure pour l'idéologie, mais c'est pareil pour les actes. Chaque ingrédient ne suffit pas à lui seul à caractériser Trump en tant que fasciste. C'est la liste qui correspond pas à autre chose. Non mais écoutez, en tout cas, je tiens à redire mon opposition. Bien sûr. Je pense que vous allez avoir des sujets de controverse, de nouveau, dans la vérité en face, dans les semaines qui viennent. Mais vous voulez pas nous donner 24 heures le marathon du débat. Le marathon du débat. Tiens, c'est une idée. Elisabeth Lévy, on va lancer ça. Ils résisteront pas. Déjà, ça se discute. Au bout de 2 heures, ils se diront, attendez, mais c'est pas terminé. Faites la terre. Faites une petite pause. Sachant aussi que par rapport à ces décrets, ils peuvent tous être contestés aussi en justice. Vous savez, effectivement, il y a beaucoup de décisions et de recours aux États-Unis. Mais ils sont quand même appliqués en attendant. Merci Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé, Joseph Ruiz, et vous les auditeurs 0826 300 300. Vous pouvez évidemment, vous le savez, comme à chaque fois, réagir à l'antenne sur les réseaux sociaux. Dans un instant, c'est le chanteur Marc Lavoine qui sera l'invité de Gilles Gansman et Valérie Expert. Et puis tous les débats, André Berkoff ce midi, les vraies voix ce soir, et beaucoup d'autres. Et puis le rendez-vous du foot ce soir. Parce que là, il y en a certains qui sont très inquiets pour le Paris Saint-Germain. C'est autre chose. Voilà, nous en reparlons.